Neige de Maxence Fermine, troisième partie. Ce vieil homme l'ennuyait, mais la jeune fille à ses côtés était belle, et Yuko ne voulait pas la décevoir. Je vous écoute, maître. Il existe au sud du Japon un homme qui possède l'art absolu. Il écrit de merveilleux poèmes, des pièces de musique, mais est avant tout un peintre. Cet homme admirable et unique se nomme Soseki. Il fut mon maître. Va lui rendre visite de ma part. Je t'en conjure. Il t'apprendra le peu qu'il te manque. À aucun moment de la conversation, la protégée du poète de la cour Meiji ne prit la parole. Elle se contenta de dévisager intensément Yuko, souriant et buvant de longues gorgées de thé fumant. Ne tarde pas, dit le vieil homme, car Soseki est très vieux et peut mourir bientôt. Yuko inclina le buste et conclut. Maître, j'irai voir Soseki demain. Puis, elle se tourna et salua maladroitement la jeune fille à ses côtés. Elle eut un petit rire moqueur, un petit rire comme un trille s'élevant dans les airs. Il en conçut aussitôt pour elle une terrible haine et un immense amour. Le soir même, il fit l'amour avec la jeune fille de la fontaine. Il la prit dans la neige, sous la ramure de cristal d'un cerisier. Ils recommencèrent 7 fois, avec violence, jusqu'à ce que son membre ressemble à un vieil artichaut et le sexe de la jeune fille à une striure violette. Le lendemain, à l'aube, Yuko quitta son village. Il fit ses adieux à son père et à sa famille, puis il prit la route du sud. Ce fut un voyage vers le soleil de son cœur. La pureté du monde et de sa lumière s'offrait à son regard. En marchant lentement sur le chemin, Yuko ressentait une joie pure et étincelante. Il était libre et heureux. Il emportait pour seul bagage l'or de sa foi en l'amour et en la poésie. Mais ce qui devait arriver arriva. À trop vouloir l'aimer, il en perdit la peur de la neige. Et c'est elle qui faillit l'avaler de son amour. Alors qu'il traversait les Alpes japonaises, Yuko se perdit corps et biens dans une terrible tempête de neige. Il fut victime de la colère des éléments et ne dut son salut qu'à un abri de fortune. Yuko se réfugia sous le surplomb d'un rocher à l'abri du vent, et là, transi de froid, à bout de force, seul dans l'épaisseur des ténèbres, seul dans la profondeur de la neige, seul dans le vertige de sa solitude, seul dans son silence, alors qu'il aurait dû mourir 100 fois de froid, de faim, de fatigue, de dépit et de lassitude, il survécut. Il survécut parce que ce qu'il vit cette nuit-là, cette magnifique chose venue elle aussi de l'autre côté du réel, cette chose sublime et belle, était la plus belle et la plus sublime image qu'il lui avait été donné de voir de toute sa vie. Et cette image-là, il ne put jamais l'oublier. Cette chose si belle, c'était elle. Lorsqu'il s'allongea sous ce surplomb rocheux, elle était là, devant ses yeux. Elle paraissait fragile comme un songe. C'était une jeune femme nue et blonde, de race européenne. Elle était morte. Elle dormait sous un mètre de glace. Elle ne dormait pas vraiment, elle était morte. Mais son cercueil était aussi transparent que le cristal. Yuko tomba aussitôt amoureux de cette belle inconnue. À aucun moment Yuko ne prit conscience qu'il se trouvait si près d'un cadavre. Ce n'était pas une morte ordinaire, c'était une présence merveilleuse. D'abord, elle était nue.
Que faisait-elle nue sous un mètre de glace? C'est la question qui lui vint aussitôt à l'esprit, mais il ne put y répondre. D'où venait-elle? Depuis combien de temps était-elle prisonnière de ce piège transparent et éternel? Et à vrai dire, était-elle réelle? La jeune femme emprisonnée sous la glace semblait fragile et tendre comme un rêve. L'éclat de sa chevelure d'or resplendissait comme un flambeau. Ses paupières, bien qu'elles fussent voilées, laissaient transparaître le bleu glacier de ses yeux, comme si l'usure de la glace avait rendu diaphane la peau ténue protégeant son regard. Son visage était blanc comme la neige. Yuko la regarda sans rien dire, subjuguée par sa beauté. Yuko crut à un songe. Il lui semblait que l'image de la jeune femme se laissait tendrement déformer par la géométrie de ses rêves. Mais, en vérité, il n'était pas en proie à une hallucination. Elle était là, sous la glace, à 1 mètre de lui. Et il l'aimait. Yuko resta toute la nuit à remplir ses yeux de cette image, et pas une seule seconde il ne se lassa. Il était là, immobile malgré le froid, à contempler ce qu'il n'avait jamais rêvé, espéré rêver. Pour lui, le temps s'arrêta cette nuit-là. Qui était-elle? Pourquoi se trouvait-elle à cet endroit? Il ne le savait pas. Mais il savait une chose, une seule chose, triste et belle. C'est qu'il allait vieillir, bien sûr, et finir par mourir un jour. Mais jamais l'amour qu'il portait à cette femme ne mourrait, et pas davantage ce visage endormi sous la glace ne vieillirait. Au petit matin, Yuko planta une croix à l'endroit précis où il avait fait sa macabre découverte. Puis, il reprit son chemin. Désormais, il ne pourrait oublier ce qu'il venait de vivre. L'image de la jeune femme l'obséda tout au long de la route. Le soir même, il arriva dans un village de montagne. Il marcha vers la place et s'écroula de fatigue près de la fontaine gelée. Un vieux paysan s'empressa de lui offrir un verre de saké. Le jeune homme se tourna vers lui but une gorgée blanche, reprit son souffle et demanda « Qui est-elle » Et il s'écroula dans les bras du vieillard. Il lui fallut 7 jours de repos pour recouvrer ses forces et reprendre son voyage. Pendant ces 7 jours, Yuko dormit et rêva de la femme de la neige. Puis un matin, il se leva, remercia le paysan et continua son chemin. De la jeune femme aperçue sous la glace, il ne dit plus un mot. Il traversa le Japon tout entier et parvint un matin devant la porte de Soseki. Il y trouva un serviteur du nom de Orochi. Le serviteur était un homme déjà âgé, au sourire affable, aux joues creuses et aux cheveux grisonnants. Yuko lui dit « Je viens de la part du poète de la cour Meiji pour apprendre l'art des couleurs auprès de maître Soseki. Puis-je entrer ?» Le serviteur s'effaça et Yuko pénétra dans un intérieur très confortable. Il s'assit en tailleur sur une natte face à un jardin empli d'une multitude de plantes. On lui servit un bol de thé fumant. Au dehors, un oiseau chantait une mélodie entêtante près d'une rivière argentée. « Je viens de très loin, continua Yuko, je suis poète. Plus exactement, je suis le poète de la neige. Je viens suivre l'enseignement de maître Soseki. » Orochi inclina la tête en signe d'assentiment. « Combien de temps resterez-vous auprès du maître ?»« Autant de temps qu'il le faudra. Je veux devenir un poète accompli. » « Je comprends. Mais mon maître est très âgé
est très fatigué. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. C'est pourquoi il ne dispense ses cours qu'à une assemblée restreinte d'élèves de qualité, 2 fois par jour, le matin à l'aube et le soir au crépuscule, à cause de la lumière, bien entendu. Je le ménagerai, et de plus, si je ne suis pas digne de son enseignement, je repartirai sur le champ. Maître Soseki jugera de votre aptitude. D'ailleurs, le voici, c'est l'heure de sa promenade parmi les fleurs. C'est là qu'il puise l'intensité de ses couleurs. Orochi indiquait une silhouette avançant lentement dans le jardin. Yuko se tourna vers le maître et découvrit un vieillard à longue barbe blanche qui marchait lentement, comme perché sur un fil, en souriant de bonheur. Il avait les yeux fermés. « Est-ce là le maître de la couleur ?» demanda Yuko. « Oui, Soseki, le grand peintre Soseki. Mais il est... ses yeux. » « Oui, dit Orochi. Mon maître est aveugle. » Comment un peintre devenu aveugle pouvait-il lui enseigner l'art de la couleur? Le poète de la cour Meiji s'était-il moqué de lui en lui donnant comme professeur un homme qui ne pouvait même pas juger de la qualité de son propre travail? Un instant, Yuko voulut tout abandonner, repartir aussitôt, retrouver son village et ses chères montagnes. Mais le bras de Orochi le retint. Ne pars pas avant de savoir. Soseki ne voit peut-être plus les nuances, mais son esprit sait que tes yeux ne peuvent voir. Mais son esprit sait ce que tes yeux ne peuvent voir. Viens, je vais te présenter. Que peut m'apprendre un aveugle sur l'étendue des couleurs? Autant qu'il peut t'apprendre sur les femmes. Et pourtant, cela fait longtemps qu'il ne partage plus sa couche avec aucune d'entre elles. Ne te fie pas aux apparences. Cela ne sert à rien qu'à se perdre. Orochi poussa plus qu'il ne conduisit Yuko à saluer le maître. « Qui es-tu? Et que veux-tu de moi ?» demanda Soseki, une fois les présentations faites. « Je suis Yuko, le poète de la neige. Mes poèmes sont beaux, mais d'une blancheur désespérante. Maître, apprenez-moi à peindre. Apprenez-moi la couleur. » Soseki sourit et répondit. « Apprends-moi d'abord la neige. » L'enseignement du maître ne ressemblait à nul autre. Le premier matin de cours, près de la rivière encore baignée de l'aube, il demanda à Yuko de fermer les yeux et d'imaginer la couleur. La couleur n'est pas au dehors, elle est en soi. Seule la lumière est dehors, dit-il. Que vois-tu? Rien. Les yeux fermés, je ne vois que du noir. Pas vous? Non, répondit Soseki, je vois encore le bleu des grenouilles et le jaune du ciel. Alors qui de nous deux est le plus aveugle? Yuko aurait voulu lui dire que le ciel n'était pas jaune, ni les grenouilles bleues, mais il s'abstint de tout commentaire. Le vieil homme était peut-être devenu fou, ou tout simplement sénile. Il ne voulut pas le décevoir. « Maître, dit-il, je commence à voir. »« Que vois-tu » ?»« Je vois le rouge des arbres. »« Idiot, dit Soseki, cela ne se peut pas. Il n'y a pas d'arbres ici. » À bientôt pour la suite de Neige.